Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Ravi de vous retrouver pour l'Africa Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Dans cette édition, nous nous intéressons au renforcement de l'autonomie de l'Afrique grâce aux chaînes de valeur régionales. Sur le continent africain, 237 zones industrielles spéciales ont été créées dans 37 pays en 20 ans. La zone de libre-échange continentale africaine se définit comme une véritable opportunité pour ces initiatives locales d'agglomération industrielle visant à augmenter le commerce intra-africain de 33% et réduire de 50% le déficit commercial du continent. Malgré des défis, l'accent est mis sur la digitalisation économique dont le marché représente 1,5 milliard de personnes. L'Afrique a vu ses exportations de solutions digitales augmenter de 91% en 2021. De plus, le continent pourrait devenir un champion mondial de l'industrie automobile avec une croissance potentielle de près de 40% d'ici 2027 pour atteindre 42 milliards de dollars. Nathalie Mo pour plus d'éclaircies. Sur le continent africain, les zones industrielles spéciales se multiplient. En 20 ans, 237 infrastructures destinées à l'industrialisation ont été créées dans 37 pays. Considérés comme des moteurs de développement, ces espaces économiques renforcent la diversification économique des États dans lesquels ils sont installés. En effet, plus de 80% d'entre elles sont multisectorielles. Elles accueillent des usines d'agroalimentaire, de produits pharmaceutiques ou encore de textiles. Les zones de libre-échange qui ont lancé la prospérité dans le monde l'ont fait, non pas grâce au commerce de produits de faible valeur, mais grâce à la fabrication industrielle. Le continent a besoin davantage de plateformes de fabrication industrielle et cela ne pourra être réalisé que grâce à des investissements accrus dans les zones économiques spéciales. Les États africains dans leur majorité ont pris la mesure de l'agglomération des entreprises dans le secteur primaire notamment. C'est dans cette dynamique que la zone de libre-échange continentale africaine évolue. En 2024, 24 nouveaux pays envisagent de rejoindre 7 autres au sein de l'initiative de commerce guidé de la ZLECAf. L'agenda 2063 de l'Union africaine vise à augmenter de 33% le commerce intra-africain et réduire de 50% le déficit commercial du continent grâce à la transformation industrielle. Pour stimuler le commerce intra-africain, nous devons produire et nous pensons qu'il est vraiment important pour nous de faire de l'industrialisation, de la fabrication et de créer de la valeur ajoutée. Pour cela, nous pensons que les zones économiques spéciales sont un outil pour produire des biens que nous échangerons entre nous au sein de la ZLECAf. Malgré les stratégies engagées, les hubs d'industrialisation peinent à émerger. En effet, des données officielles révèlent que les produits manufacturés représentent moins de 25% des exportations africaines contre 61% des importations. Pour inverser cette tendance, des experts préconisent d'accentuer l'impulsion de la digitalisation économique dont le marché représente 1,5 milliard de personnes. We need to start looking at tech as an industry, just like oil. Nous devons commencer à considérer la technologie comme une industrie au même titre que le pétrole, l'énergie et l'automobile. Je pense qu'il a été très tôt question de choisir et de s'assurer que ces grands projets menés par les gouvernements en matière de digitalisation soient effectivement réalisés par des entreprises africaines. Les points forts de l'Afrique pour son industrialisation reposent sur l'innovation technologique. À titre d'exemple, le continent a vu ses exportations de solutions digitales augmenter de 91,54% en 2021. Par ailleurs, des experts expliquent que le continent africain pourrait devenir un champion mondial de l'industrie automobile. En effet, la croissance de ce secteur pourrait se situer à près de 40% d'ici 2027 pour atteindre 42 milliards de dollars.
Des diamants au platine, du cuivre au cobalt, l'Afrique détient une grande partie des réserves minérales mondiales. Alors qu'elle se reconstruit après de multiples années de crise telles que la Covid-19 et l'insécurité alimentaire, il faudra une véritable révolution pour que ces populations puissent enfin bénéficier de leur incommensurable richesse minérale. Le rôle des industries extractives dans la relance inclusive, verte et résiliente de l'Afrique n'est donc plus à démontrer. Catherine Gombey. Cuivre, lithium, graphite, cobalt, entre autres, sont les minéraux les plus recherchés sur le marché international, ceci en raison notamment des efforts déployés pour une transition écologique et un développement durable. L'Afrique, qui détient entre 20 et 90% des réserves mondiales de 11 minéraux nécessaires à la transition énergétique, peine à tirer un véritable profit de l'extraction et de l'exploitation de ces minéraux. Selon certains experts, les États africains devraient adopter des politiques incitatives pour les investissements et la commercialisation de leurs minéraux en état brut. La mise en œuvre des dites politiques devrait permettre aux communautés locales et aux États de mieux bénéficier de leurs ressources. In the last 2 decades, we have seen that without the right enabling policies and incentives, commodity supercycles come and go. Au cours des 2 dernières décennies, nous avons constaté qu'en l'absence de politique et d'incitation adéquates, les supercycles de produits de base se succèdent. Et nous sommes en train de vivre le dernier. Et il y a quelques années, en raison des besoins de la Chine de s'industrialiser et de moderniser son économie, nous avons assisté à un supercycle de près de 10 ans. Aujourd'hui, 70% des exportations de la région sont des produits de base non transformés. Mais cette situation peut changer. Nous avons maintenant une volonté politique très claire au plus haut niveau du gouvernement. L'industrialisation et la création de valeur ajoutée doivent être des priorités. C'est pourquoi nous nous engageons dans l'exploitation minière et d'autres secteurs de ressources. L'exploitation minière représente en moyenne 30% des exportations pour plus de 60% des pays africains et plus de 80% des exportations pour des pays comme le Botswana, la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. Les scientifiques africains s'accordent à dire qu'il est temps de négocier autrement les termes d'échange en négociant des contrats gagnant-gagnant avec le secteur privé. Comme vous le savez, l'Afrique abrite un grand nombre de ces minéraux divers. Dans d'autres juridictions, on parle de minéraux critiques. Prenons l'exemple des batteries pour véhicules électriques. Une batterie nécessite 52 kg de graphite, 35 kg d'aluminium, 20 kg de cuivre, 10 kg de cobalt, du manganèse et bien d'autres encore. La question est de savoir comment nous allons tirer le meilleur parti de toutes ces opportunités, de toutes ces ressources que nous avons sur le continent. Avec la plus grande main-d'œuvre du monde, l'Afrique met sur son marché 10 à 11 millions de demandeurs d'emploi par an, alors que le continent ne crée que 3 millions d'emplois décents chaque année. Un potentiel humain pour lequel, selon Adamo Rabani, directeur du West African Science Service Center and Climate Change and Adapted Land Use, il est crucial d'investir dans des formations qualifiantes au métier de l'industrie extractive. Il y a des défis énormes au niveau de notre continent. Le premier défi, c'est par rapport à la limitation ou je peux dire au faible nombre de ressources humaines qualifiées. Selon la Banque mondiale, la croissance du secteur minier pour les ressources minérales pourrait se situer à près de 37% d'ici 2027 pour atteindre 31 milliards de dollars. Priorité à l'éducation des filles et des femmes, une stratégie pour un accès accru à un apprentissage inclusif tout au long de la vie, de qualité et pertinent en Afrique. Le thème a été au cœur des discussions lors de la première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes, tenue du 2 au 5 juillet 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. L'Union africaine qui s'est engagée à redoubler d'efforts et de financement pour promouvoir l'égalité des sexes dans le secteur de l'éducation appelle les États à investir davantage dans l'éducation des filles et des femmes pour une société pacifique, juste, équitable et inclusive. Plus de précisions avec Paul-Marcel Mayagui. Malgré les progrès réalisés au fil des ans, l'inégalité entre les hommes et les femmes demeure, sur le continent en particulier, dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui encore, 32,6 millions de filles en âge de fréquenter l'école primaire ou le premier cycle du secondaire ne sont pas scolarisées en Afrique subsaharienne. Pour pallier le problème, l'Union africaine appelle à garantir un accès équitable à une éducation de qualité et au développement des compétences pour les filles et les femmes, en particulier dans des situations de crise humanitaire.
Ne faites aucun doute que l'éducation des filles donne aux femmes des outils et des connaissances et les transforme. Elle leur permet de briser le cycle traditionnel de l'exclusion qui les confine au foyer et les met à l'écart de la prise de décision. De nombreuses études l'ont montré. L'éducation des filles est directement corrélée avec l'amélioration de la santé de la population, en particulier avec la réduction de la mortalité infantile et maternelle. Une femme instruite réagit plus vite et de manière plus rationnelle devant un problème de santé. Priorité à l'éducation des filles et des femmes, une stratégie pour un meilleur accès à un apprentissage inclusif, de qualité et pertinent tout au long de la vie en Afrique. C'est sur ce thème que s'est tenue du 2 au 5 juin 2024 à Addis Abeba en Éthiopie, la première conférence panafricaine de l'Union africaine sur l'éducation des filles et des femmes. À l'issue de la conférence, la Commission de l'Union africaine a adopté 10 déclarations et recommandations appelant les acteurs de l'éducation et des bailleurs de fonds à s'engager davantage pour améliorer le financement et l'accès de l'éducation des filles et des femmes. Toutefois, ces déclarations ont également pris en compte l'éducation des garçons et des hommes afin de réduire les disparités entre les sexes dans le domaine de l'éducation. Nous savons que la crise actuelle, les tensions géopolitiques et les conflits sur le continent nous ont également fait reculer. C'est pourquoi nous voulons voir comment nous allons revenir et accélérer encore les résultats pour l'éducation des filles et des femmes. Et ce faisant, nous regardons aussi le garçon, car il devra être durable pour les filles comme pour les garçons. L'égalité des sexes et l'autonomisation des filles, des femmes, des jeunes, des hommes et des garçons sont au cœur de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'institution a mis en place une stratégie continentale pour l'éducation en Afrique qui fait l'objet d'un suivi. À cette fin, la Commission de l'Union africaine lance un appel urgent à tous les États membres de l'Union africaine et aux partenaires travaillant dans le domaine du développement de l'éducation pour qu'ils utilisent la stratégie pour l'égalité entre les hommes et les femmes pour l'ASFESA 1625 dans la mise en œuvre de leur programme. De nombreux gouvernements ont vraiment pris conscience de l'importance de l'inclusion et de la nécessité de ne laisser personne de côté. Je suis sûre que tout le monde a entendu parler du slogan « Ne laissez personne de côté ». Il s'agit simplement de donner à chacun une chance égale. Ne faites pas de discrimination parce que je suis une fille, parce que je ne suis pas un garçon, parce que je suis une femme ou parce que je suis un homme, mais donnez l'égalité des chances. Mettez tout le monde sur un pied d'égalité et tout le monde participera à l'éducation de son choix. Conformément à l'année de l'éducation 2024 de l'Union africaine, les parties prenantes de l'éducation, les institutions et les sociétés civiles sont également invitées à adopter les stratégies et les politiques de l'Union africaine pour améliorer l'éducation sur le continent en vue d'un développement inclusif, infrastructurel, économique et social de l'Afrique. Portant la signature de Paul-Marcel Mayagui cette semaine, l'actualité de nos régions nous emmène en Afrique centrale où le renforcement du partenariat entre la CEMAC et la CEA est envisagé pour l'accélération de l'industrialisation des États membres. En Afrique australe, la SADC et l'Inde viennent de signer un protocole d'accord sur la coopération économique. Enfin, la communauté de l'Afrique de l'Est a célébré la 3e journée mondiale de la langue Kiswahili. La 3e journée du Kiswahili et la 2e conférence internationale de la Commission du Kiswahili de la Communauté de l'Afrique de l'Est se sont tenues du 5 au 7 juillet 2024 à Mombasa en République du Kenya sous le thème « Le Kiswahili, éducation et culture de la paix ». L'événement de 3 jours a permis aux différents participants d'échanger sur la manière dont le Kiswahili et l'éducation multilingue peuvent être utilisés pour éduquer la société sur le renforcement de la paix au niveau local, national, régional et mondial. Le Kiswahili est l'une des langues les plus utilisées de la famille des langues africaines et l'une des langues les plus répandues en Afrique subsaharienne. Elle fait partie des 10 langues les plus parlées au monde avec plus de 230 millions de locuteurs. Le 7 juillet a été déclaré Journée mondiale de la langue Kiswahili par la 41e conférence générale de l'UNESCO qui s'est réunie en novembre 2021.
La communauté de développement de l'Afrique australe et le gouvernement de la République de l'Inde ont signé le 2 juillet 2024 un nouveau protocole d'accord sur la coopération économique. Le protocole d'accord établit un cadre pour renforcer la coopération économique entre l'Inde et la SADC, compte tenu des priorités régionales de la SADC inscrites dans le plan indicatif de développement stratégique régional et la stratégie de transformation numérique de la SADC. Dans le cadre du protocole d'accord, la SADC et l'Inde coopéreront, entre autres, dans les domaines de l'industrialisation, le développement humain et social, les technologies nouvelles et émergentes, du commerce et investissement, de la gestion des risques de catastrophes, de l'autonomisation des femmes, de la coopération spatiale, de la croissance verte et développement des infrastructures vertes et de la recherche et innovation. La SADC et l'Inde ont signé pour la première fois le protocole d'accord sur la coopération économique le 14 octobre 1997. Les deux parties entretiennent des relations étroites, des liens historiques d'amitié, de solidarité, de sympathie mutuelle et de soutien qui existent entre le peuple indien et le peuple des États membres de la SADC. Du 1er au 4 juillet 2024, s'est tenue à Malabo en Guinée équatoriale une retraite de travail de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique sous le thème « Engagement commun pour accélérer l'industrialisation et la diversification des économies de la CEMAC », organisée dans le cadre de l'opérationnalisation du consensus de Douala adopté en septembre 2017 à la suite de la 33e session du Comité intergouvernemental d'experts de l'Afrique centrale. Les travaux de Malabo ont illustré la volonté commune des deux institutions d'accélérer la diversification économique de la sous-région à travers la promotion d'une industrialisation axée sur les ressources naturelles et tirée par le commerce interrégional. Le volume des échanges commerciaux entre le Japon et les pays africains s'est établi à 24 milliards de dollars en 2022. Le nombre d'entreprises japonaises implantées en Afrique est passé de 520 en 2010 à 900 en 2020. Les relations entre le Japon et l'Afrique sont principalement axées sur la promotion du secteur privé. La coopération entre les deux parties est appelée à se renforcer à travers la mobilisation des investissements dans le secteur privé. Mildred Yamo. Les investissements directs étrangers du Japon en Afrique s'élevaient à 6 milliards de dollars en 2021 selon les données officielles. Le volume des échanges commerciaux entre le Japon et les pays africains s'est établi à 24 milliards de dollars en 2022 et le nombre d'entreprises japonaises implantées en Afrique est passé de 520 en 2010 à 900 en 2020. Les relations nippo-africaines sont appelées à se renforcer à travers la mobilisation des investissements dans le secteur privé. Sur le continent africain, le Japon coopère avec des institutions de développement telles que la Banque africaine de développement pour faire du secteur privé un réel moteur de l'expansion économique. Le Japon est l'un des plus fervents soutiens de la Banque africaine de développement. Le pays travaille en étroite collaboration avec nous dans le secteur privé. Nous avons un fonds d'impact japonais de 100 millions de dollars pour lequel la Banque africaine de développement apportera 10 millions de dollars de capitaux propres. Nous entretenons avec le Japon une très bonne relation dans le cadre d'un programme que nous appelons Partenariat renforcé pour le secteur privé en Afrique d'un montant de 5 milliards de dollars. Et ce programme est en très bonne voie. La science, la technologie, l'innovation, la formation professionnelle et les infrastructures, notamment lient l'Afrique et le Japon. Les relations entre les deux parties sont principalement axées sur la promotion du secteur privé. Le gouvernement japonais cherche à capitaliser sur le potentiel du secteur privé pour faire progresser sa politique étrangère en Afrique, alors que les opportunités manufacturières sur le continent devraient atteindre 1000 milliards de dollars en 2025, selon la Banque africaine de développement. Japan is really committed to help. Le Japon est réellement déterminé à aider la Banque africaine de développement à contribuer davantage à relever ces défis très importants sur le continent. Nous nous engageons à travailler encore plus étroitement avec la banque. Les investissements japonais en Afrique devraient augmenter considérablement compte tenu de l'engagement renforcé avec le secteur privé,
à travers des initiatives telles que le Forum économique public-privé Japon-Afrique, le Conseil japonais des affaires pour l'Afrique et la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les dirigeants africains appellent à une augmentation du capital risque et des fonds d'investissement privés pour exploiter le vaste potentiel du continent. J'ai eu des discussions très fructueuses avec l'honorable vice-ministre des Finances sur un certain nombre de domaines, sur la manière dont nous pouvons continuer à innover et nous assurer que cela soutient pleinement nos travaux sur le capital hybride et sur les droits de tirage spéciaux. Le prochain forum économique public-privé Japon-Afrique est prévu en décembre 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Une rencontre qui devrait permettre de réchauffer les relations bilatérales et de discuter des opportunités d'investissement bénéfiques pour les deux parties. Pour les experts, le renforcement des partenariats publics-privés est essentiel pour le soutien du Japon à la transformation économique de l'Afrique et à l'accélération de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063. Harare, la capitale du Zimbabwe, accueille du 28 juin au 2 août 2024 le 7e séminaire annuel de l'industrialisation de la communauté de développement d'Afrique australe sous le thème « Promouvoir l'innovation pour débloquer des opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADC industrialisée ». Cette année, quelques 300 invités et 150 entreprises participeront à cette convention dont l'objectif principal vise l'intensification de l'engagement multipartite dans la mise en œuvre de la stratégie et de la feuille de route d'industrialisation de la SADC 2015-2063. Le premier forum urbain africain se tiendra du 4 au 6 septembre 2024 au mémorial de la victoire d'Adwa à Addis Abeba en Éthiopie. Organisé par le département des affaires politiques, de la paix et de la sécurité de la Commission de l'Union africaine en coopération avec la République fédérale démocratique d'Éthiopie, ce forum placé sous le thème « Urbanisation durable pour la transformation de l'Afrique, Agenda 2063 » est une plateforme d'échange sur les opportunités et défis de l'urbanisation en Afrique, ceci dans le but de libérer son potentiel. La 6e édition de la conférence africaine sur la prospérité se tiendra à Kampala en Ouganda du 25 au 27 septembre 2024 sous le thème « Économie verte, commerce électronique et intégration des services ». Événement biennal, la conférence africaine sur la prospérité rassemble des propriétaires d'entreprises, des représentants gouvernementaux, des experts financiers et des dirigeants du secteur privé pour explorer des opportunités commerciales et favoriser des collaborations significatives. Co-organisée par la Chambre nationale de commerce et d'industrie de l'Ouganda et la Chambre panafricaine de commerce et d'industrie, l'édition 2024 de la conférence africaine sur la prospérité offre une occasion aux entreprises appartenant à des femmes et dirigées par des jeunes de se connecter avec des fournisseurs de ressources, des représentants du gouvernement, des acheteurs coopératifs et des professionnels des affaires. Angèle Makombo, présidente de la Ligue des démocrates congolais, est engagée pour le développement de son pays et de l'Afrique de manière générale. L'ancienne fonctionnaire des Nations Unies assume depuis août 2022 les fonctions de secrétaire exécutive adjointe de la communauté de développement d'Afrique australe chargée de l'intégration régionale. Philomène Siné signe pour nous son portrait. Diplômée en droit des affaires de la Sorbonne et de Sciences Po en France, Angèle Makombo a écrit de nombreux articles sur les questions sociopolitiques en République démocratique du Congo, RDC, et a longtemps soutenu l'éducation des filles issues de familles à faible revenu à Kinshasa. En août 2022, Angèle Makombo a entamé les fonctions de secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale de la communauté de développement d'Afrique australe SADC. Je suis donc secrétaire exécutif adjointe en charge de l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est vraiment la clé. L'intégration régionale, c'est un outil. L'intégration régionale, c'est
une volonté politique pour développer toute région et notamment la SADC. C'est vraiment la clé. L'engagement de Angèle Mokombo est marqué par une profonde volonté de transformer positivement la société congolaise et africaine de manière générale à travers des politiques novatrices et inclusives. Saisissez l'occasion pour pouvoir suivre ces grands moments, pour vous édifier, pour vous enrichir et pour permettre justement de cesser d'être peut-être des spectateurs de la vie nationale, de la vie publique et devenir de véritables acteurs. Des acteurs qui peuvent faire des propositions, en plus des critiques peut-être, peuvent interpeller les gouvernants. Au service des Nations Unies, durant près de 24 ans, Angèle Mokombo a œuvré sur la prévention et la résolution des conflits en Afrique et sur le développement des institutions. La présidente de la Ligue des démocrates congolais s'est portée candidate aux élections présidentielles de 2011 et 2018 en RDC. Mesdames, Messieurs, c'était l'Africa Union Journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez l'avoir en replay sur africa24tv.com. L'actualité se poursuit sur nos différentes plateformes. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.